la deuxième partie de notre émission avec un focus sur le football cap-verdien comme nous l'avions fait lundi dernier, mais surtout sur le football mauritanien. Et avec nous, justement, il y a un invité qui va l'évoquer. Alors, le football mauritanien avec Corentin Martins, le sélectionneur français, qui sera en ligne avec nous également. Parmi nos invités, je vous le disais, si vous regardez l'émission, je vous représente ces invités. Il y a Kara, spécialiste et responsable de l'équipe du Cap-Vert en région parisienne et sur toute la France. Il y a Mara Simba, le grand Mara. Pour vous qui êtes peut-être un peu plus jeune, vous ne l'avez pas vu évoluer, sauf les images qu'on vous a montrées en début d'émission. Le roi de la bicyclette, c'était son surnom. Ses affiches étaient un peu partout, sur toute la France, pour vanter les mérites du Paris Saint-Germain. Et puis Lassana Camara, lui journaliste, spécialiste du football mauritanien, qui est avec nous aujourd'hui et qui est notre éditorialiste également. Les internautes tout de suite. Alors la question est très claire. Que pensez-vous du niveau des joueurs qui évoluent, des joueurs africains qui évoluent aussi en Afrique? N'hésitez pas, Facebook Africa24 ou le Twitter avec le hashtag Africa24. Nous allons voir le dossier de l'émission. Et le football mauritanien qui sort vraiment de l'obscurité, qui se met en lumière avec déjà une qualification pour la prochaine CAN en Égypte. Une grande première, les précisions dans ce magazine avec la rédaction. Sorti de la phase de poule lors de la Coupe d'Afrique des Nations d'Égypte 2019, c'est l'objectif de Corentin Martins, coach de la sélection mauritanienne de football. Le technicien français tient la prolongation de son contrat avec la Mauritanie jusqu'en 2021 après la qualification pour la messe du football africain. Classés 206e au classement FIFA il y a 2 ans, les Mourabitounes sont désormais montés au 100e rang. Une progression qui leur a valu le titre de meilleure équipe nationale de football en Afrique en 2018. Critiqué après le championnat d'Afrique des Nations 2018 au Maroc après 3 défaites, Corentin Martins va continuer de s'appuyer sur son effectif actuel. En Égypte, en juin 2019, la Mauritanie prendra part à la première CAN de son histoire. Quel bond par rapport au classement FIFA. Corentin Martins, c'est votre sorcier, votre nouveau sorcier? En fait, Corentin Martins, il a une intelligence de continuer le travail que Patrice Neveu a fait devant lui. Il a continué son œuvre. On a eu des hauts et des bas. Vous l'avez critiqué un moment? Beaucoup critiqué même. On a eu même des accrochages au Maroc au moment du CHAN. Mais la fédération a tenu. Ils ont dit qu'ils ont un projet. Ils vont croire jusqu'au bout que ce projet-là va loin. La fédération a eu raison. A raison de laisser Corentin Martins continuer son travail. Maintenant, avec cette première qualification de la Mauritanie à une grande compétition internationale qui est la CAN, les Mauritaniens sont contents. Ça a été une liesse magnifique, un moment de joie. C'est 18 novembre 2018 à Nouakchott. Jamais dans le pays on a vu des scènes pareilles, de Mauritaniens en communion avec leur équipe. Il n'y a que le football qui peut offrir des moments magiques comme ça pour un pays. Corentin Martins, c'est donc le nouveau sélectionneur de l'équipe. J'ai lui demandé est-ce que le but que lui avait fixé la fédération a été atteint. Et juste après, nous allons retrouver un petit mot d'Amara Simba. Écoutez-le. On a réussi à obtenir, réaliser cet objectif parce que ça reste des objectifs. De toute façon, quand on est entraîneur et quand on est sous contrat pour défendre les couleurs d'un pays. Donc oui, on a réussi notre objectif et qui était loin d'être gagné, mais bon, on a surpris beaucoup de monde mais tout ça grâce au travail de tout le monde, des joueurs déjà sur le terrain et puis du staff et des dirigeants de la fédération. Mara, c'est quelqu'un que vous avez dû croiser sur le terrain. Est-ce qu'il avait déjà le profil d'un entraîneur, justement? Profil, là, on ne peut pas le sentir tant qu'on n'est pas dans la peau de l'entraîneur. Mais bon, en tant que joueur, c'est quelqu'un qui ne lâchait pas. Donc il y a du sérieux. Et c'est ce qui se ressent maintenant dans son travail d'entraîneur. Donc le boulot, le travail qu'il fait actuellement, je pense que c'est pas anodin, parce que de 200e, on passe à 100, ça veut dire en tenant compte que toutes les difficultés qu'il a eues, et il a ces résultats-là, je pense que c'est quelque chose de très sérieux. Et lui-même, il est sérieux.
Et il nous dit ce qui reste à faire. Juste après, nous allons retrouver Lassana. Écoutez Corentin Martins. Aujourd'hui, j'ai la sélection A, je dirige et entraîne la sélection A uniquement. Mais non, écoutez, aujourd'hui, il y a eu un gros travail de fait ces 2-3 dernières années. Le pays se structure au niveau des terrains, s'organise au niveau des championnats, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de championnats. Il y a la première division, deuxième division, il y a les U19, U17, U15, il y a senior des premières divisions féminines et U15 féminines. Donc vous voyez, il y a beaucoup de championnats, donc ça doit déboucher sur des joueurs de meilleure qualité dans les années à venir et qui relèveront le niveau du championnat actuel, local, et puis qui aussi, je pense, permettront aux différentes sélections, différentes catégories de mieux figurer sur le plan international. Alors, il y a beaucoup de terrains qui sont installés. Lassana, vous allez nous dire tout à l'heure où la Mauritanie prend l'argent. Lassana? Non, ça c'est Lassana. Pas Lassana, oui, Amara, oui. Non, c'est intéressant ce qu'il dit, Corentin, parce que dans la phase où il dit, bon, il y a beaucoup de terrains, il y a des infrastructures. C'est vrai que quand il y a des infrastructures en Afrique et tout, bon, on va gagner encore beaucoup plus de temps. Et les joueurs, c'est pas 1 ou 2 ou 3, ça va sortir par des centaines, parce que ces infrastructures, c'est hyper important pour les joueurs. C'est la base, en fait, pour moi. Donc, le fait qu'ils aient plusieurs... Il faut les moyens aussi. S'ils en ont... Je ne suis pas étonné par rapport aux résultats, parce qu'apparemment, ils en ont. Et justement, Lassana va nous dire, où prenez-vous l'argent? Non, la Mauritanie prend l'argent comme tout le monde. On le prend à la FIFA qui donne des subventions annuelles à toutes les fédérations. Donc vous savez l'utiliser? La Mauritanie l'utilise bien. Moi, ce qui m'a plus étonné, c'était en septembre 2017, j'étais en Mauritanie. J'ai discuté avec le président de la fédération. Il y avait un terrain vaste. Il m'a dit, Lassana, avec l'argent que la FIFA nous donne, je vais mettre un stade de 8000 places ici. Et dans un an, ça va se finir. Il m'a montré les plans. Et là, les plans qui ont été faits par des architectes espagnols et tout ça, il me dit que dans un an, on va le faire. Avec l'argent, j'ai dit qu'avec 1 million d'euros, tu ne peux pas faire un stade de 3000 places. Il m'a dit, Lassana, on va le faire. Et donc, vous reprochez peut-être à d'autres pays africains de ne pas parce qu'un stade de 8000 places qui vaut 1 million d'euros en Mauritanie, ça va faire 10 millions au Cameroun, 22 millions au Gabon. Donc, si l'argent n'est pas bien utilisé, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Reste aussi à se qualifier pour le prochain mondial qui aura lieu au Qatar. C'est l'objectif, justement, ou est-ce que c'est l'objectif qu'a fixé le président de la fédération? Corentin Martins nous répond. J'ai prolongé de 2 ans, donc peut-être que j'irai pas au bout des qualifications. En tout cas, moi, chaque match, je veux le gagner. Donc, quand on commencera le début des qualifications pour la Coupe du Monde, on a cet objectif-là, même si on sait que c'est encore plus difficile. Mais voilà, c'est des sacrés paris et c'est des sacrés challenges lesquels je veux relever, bien sûr. Lassana Camara, un petit commentaire avec vous sur ce championnat avant de retrouver justement le Cap-Vert en compagnie de Cara. Nous allons voir le classement et les résultats. Sachez que Concorde a battu Armée 2-0, Garde Nationale Nîmes 1-0, Nouadhibou 2 1-0, Kaïdi perd devant Tévrage Zéné 2-0, Kédia perd devant Zar 3-0, Jaé Nouakchott 2-1 et Tidjika. Il faut le dire vite. Police 2-1. Quelques mots sur ce classement. Ce classement, ça veut dire que le championnat mauritanien et le FC Nouadhibou qui est leader, le championnat mauritanien depuis 5 ans est régulier. Donc, quand on voit l'équipe nationale, les résultats de l'équipe nationale, ce sont les clubs aussi qui ont travaillé, des jeunes dirigeants, des jeunes dirigeants de clubs qui ont mis les moyens aussi dans ces clubs-là. Parce que l'équipe nationale, les joueurs de l'équipe nationale, on n'avait que, sur le 22, on n'avait que 10 expatriés. Aujourd'hui, on a une moitié d'expatriés parce que les joueurs qui étaient dans le championnat mauritanien il y a 2 ou 3 ans jouent maintenant en Tunisie, jouent maintenant au Maroc, jouent maintenant en Algérie. Donc, il y a beaucoup de potentialités sur le terrain avec l'académie, avec les championnats. Le football mauritanien, nous en Mauritanie, on n'est pas comme le Sénégal ou la Guinée. On n'a pas une grosse diaspora. En Mauritanie, c'est 4 millions d'habitants. On n'a pas une grosse diaspora. Donc, on n'a pas beaucoup de fils d'eux qui viendront jouer en Mauritanie. Donc, le produit, il faut le fabriquer sur place. Donc, c'est pour cela qu'on est obligé de mettre
l'accent sur le championnat mauritanien, c'est avec le championnat mauritanien. Le salut viendra de là. Merci, Monsieur Lassana. Je vous appelle Monsieur Lassana parce que vous connaissez bien l'histoire et le problème de ce football mauritanien. Le Cap-Vert maintenant, vous essayez de renaître de vos cendres, en quelque sorte, c'est ça, non? Oui, bien sûr, tout à fait. Je pense que 2013 et 2015, ça a été une surprise pour tout le monde en Afrique, mais pas pour nous-mêmes, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le sport numéro 1, numéro 2, numéro 3 au Cap-Vert, c'est le football. Donc que ce soit pour les locaux des îles et puis pour la diaspora qui est énorme en dehors du pays, bah, on vit football. Hein. Je pense un peu comme tout le monde en Afrique. Hein. Tout le monde, c'est le football qui rassemble, c'est le football qui donne des choses, qui apporte un quotidien un peu différent à travers le football. Ok. Donc après, oui, maintenant on essaie de revenir sur le devant de la scène. Kara. Ce qui m'a impressionné, les jeunes Capverdiens, ce ne sont pas comme les Antillais, les Africains. Vous êtes partout dans le monde. C'est ça. Comment ça s'explique? J'ai envie de savoir vraiment. On est un petit pays, donc il faut savoir que le Cap-Vert, comment il est situé, ce sont des îles. Donc pour descendre, pour monter en bateau à l'époque, tu passes dans les eaux territoriales du Cap-Vert. Donc automatiquement, tu pouvais ancrer sur n'importe quel port, décharger de la marchandise, prendre du gazole et ainsi de suite. Et ça permettait justement de donner du travail. Et donc c'est comme ça que d'abord, avant l'indépendance, que les Capverdiens ont commencé à sortir du Cap-Vert et ont commencé à sortir, venir en Europe ou partir sur les États-Unis. Voilà, juste une petite parenthèse, je me trompe souvent du nom des invités. Il y a trois, d'ailleurs, tu te trompes des trois. Kara, Amara Simba, Lassana Camara, il y a de quoi se planter. Nous avons écouté justement un jeune joueur, Kara, qui évolue en Europe, il s'appelle Johnny de Oliveira. Écoutez, c'est un jeune qui était au Portugal, un stage. Alors moi, ça fait... Quand j'étais plus jeune, je jouais avec les équipes de jeunes de Suisse. Mais depuis quelques années, ça fait un moment que j'espérais être convoqué avec mon pays d'origine, le Cap-Vert. Et du coup, ça m'a fait très plaisir d'avoir été convoqué. Et voilà, je suis très heureux d'être ici. C'était une immense joie pour moi, pour ma famille, pour ma mère. Et c'était un objectif pour moi, donc je suis super content. Il y en a quelques-uns qui avaient déjà été convoqués, donc ils se connaissent un peu. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une nouvelle équipe, de nouvelles personnes. Mais dans l'ensemble, on a un bon groupe, il y a une bonne ambiance et ça se passe bien. Il y a un accord qui a été signé à Marasimba entre le Portugal et le Cap-Vert et les U17 et les U20, ou les U19 et les U20 étaient justement en stage au Portugal à la fin du mois de janvier. Ouais. C'est une belle initiative de la part du Cap-Vert, de la Fédération capverdienne. Oui, c'est intelligent puisqu'ils ne se retrouvent pas perdus, puisqu'il y a la langue qui est facile en plus et ils s'adaptent facilement. Et il ne faut pas oublier que le football portugais a fait sortir pas mal de super bons joueurs. Donc, je ne cite pas les noms. Hein. Donc, tu prends Porto ou Benfica, ils sont toujours sortis des super joueurs. Donc, c'est un triangle qui est vachement judicieux et intelligent. Et celui qu'on n'oubliera jamais, c'est Eusebio, bien sûr. Ah, Eusebio, oui. Ça, là, on est dans les tops, là. Donc, en image. Ouais. Vous vous situez par rapport à lui, quoi? Non, on ne compare pas. Ceux qui ont fait avant, on les laisse. Voilà. Non. Kara, je reviens vers vous. Alors, l'avenir de ce football, j'ai vu les jeunes, justement, ce sont les U19 et les U20 qui étaient du côté du Portugal. Ils sont si costauds, les mecs. Hein. On sent que ce sont même pas des jeunes. Pour moi, ce sont plus que des jeunes. Hein. Ce sont des adultes. C'est l'avenir du football capverdien. Vous pensez nous surprendre encore à une CAN ou pas? Oui, tout à fait. Déjà, pour revenir sur l'émission de la semaine dernière, qui était très très bien explicatif avec Andrea, justement. C'était avec Jimmy Modeste aussi, qui était sur ce plateau-là la semaine dernière, exactement. Donc oui, c'est clair que c'est ce qui nous manquait, en fait, cette structure par la jeunesse pour pouvoir justement, parce que... Et on voit les images justement de ces jeunes. Hein. Exact, parce que justement, comme tout pays africain, on a des binationaux. Donc le but du jeu, c'est de travailler avec les jeunes, justement sur ce côté de binationaux, pour pouvoir espérer les avoir en sélection A plus tard, une fois qu'ils ne seront plus jeunes, qu'ils seront seniors. Et au lieu de choisir le pays dans lequel ils auront immigré, comme
justement, il y aura eu un travail de fait de structuration par la jeunesse en U19 et en U20, ça peut leur donner envie et l'idée de rejoindre la sélection A du Cap-Vert et donc d'apporter leur talent pour la sélection du Cap-Vert. Je reviens vers vous dans quelques instants pour la Dom-Tom Cup. Est-ce que vous allez y participer? Lassana, vous avez sans doute un petit mot à dire sur ce cas. Le football capverdien, ils ont participé deux fois à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe avec une fédération qui travaille. Le Cap-Vert, ils ont une forte diaspora. C'est le petit Portugal de l'Afrique. Il y a le talent, il y a l'expérience et tout ça. Les jeunes capverdiens sont en général formés à Porto, à Benfica et tout ça. Donc c'est un pays qui peut profiter de sa diaspora s'il y a une politique assurée dans ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup de Cap-Verdiens au Portugal et beaucoup de talents. Un jeune comme Nani, par exemple, s'il y avait une politique à cette époque-là, il aurait joué un jour pour le Cap-Vert. Pour le Cap-Vert, oui. Vous allez participer à la Dom-Tom Cup qui a lieu en région parisienne chaque année. On va défendre nos titres. Parce que vous avez toujours une belle équipe et c'est la possibilité de faire venir quelques joueurs cap-verdiens qui évoluent en Europe. Oui, on va défendre le titre qu'on a gagné l'année dernière sur l'édition 2018. Donc on a gagné le tournoi en 2018. Donc automatiquement, on sera là en 2019 pour pouvoir défendre le titre qu'on a conquis l'année dernière. Merci. Dans la troisième partie de l'émission, nous avons beaucoup de choses à voir. Justement, nous allons remettre l'antenne pour une pause maintenant et on se retrouve juste après pour cette troisième partie d'émission. Il y aura vraiment des choses inoubliables. Oh là. À tout de suite. José,